Pour introduire cette soirée, j'ai décidé de vous faire un petit panorama. En fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il n'y a pas si longtemps que ça, on nous parlait beaucoup de big data. Donc, il y a un peu le nouveau buzzword du moment. Évidemment, ça change beaucoup de choses et en même temps, c'est pas si simple. Donc, l'idée, c'était un petit peu de remettre ça en perspective avant que nos intervenants ce soir vous parlent un petit peu plus précisément de ce qu'ils peuvent faire avec l'IA, avec la supply dans leurs usines. Alors c'est sûr que on nous parle toujours de révolution, c'est toujours, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on a l'impression que tout va changer. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est déjà que quand on parle de transformation digitale, c'est ce qu'on a analysé dans le dernier ouvrage, enfin l'avant-dernier ouvrage qu'on a publié avec Vincent, c'est déjà, il y a énormément de choses. Vous voyez, quand on voit tout ça, cette matrice, on fait waouh, ça va pas être évident. On s'aperçoit qu'il y a 7 grands chantiers, les box de couleurs. On a un chantier au niveau du leadership, est-ce qu'on est prêt à tester de nouvelles choses, à avoir une nouvelle stratégie. On a des challenges au niveau de la culture et de l'organisation, comment on va former des équipes à ces nouveaux métiers-là, comment on va travailler différemment. La technologie, la data, avec la mise à jour du legacy, évidemment la production et l'industrie 4.0, le marketing et la mesure. Donc ce soir, on va juste parler de ça, ça sera déjà pas mal. Mais on voit que c'est pas évident parce que ça veut quand même dire demain, pour réinventer des business, là où chacun était très bon dans son silo avant et les modèles étaient posés, si on veut réinventer le modèle, eh ben on doit faire travailler et échanger des directions générales, avec des DRH, avec des DSI, avec des directions de l'exploitation, des directions industrielles, des directions de la data quand il y en a, des directions marketing ou digital, et des CFO. Donc on voit bien que c'est pas simple, on n'a pas forcément fait les mêmes diplômes, on ne parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes agendas, et pourtant à un moment il va falloir se mettre d'accord, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, il va bien falloir qu'on définisse des priorités parmi tous ces challenges. Alors l'industrie, vous savez tous, selon les pays, on va nous parler de Smart Factory, d'usines du futur en France, d'industrie 4.0 en Allemagne, de Society 5.0 au Japon. Enfin bon, bref, on a tous compris, ça va être mieux qu'avant. 2, 3, 4, 5. Maintenant, évidemment, tout n'a pas changé. Et effectivement, le sujet en ce moment, pour simplifier, désolé d'être un peu simpliste, les choses, l'IA, finalement, c'est transformer des données en action intelligente. Alors souvent, c'est transformer beaucoup de données, parce que quand on n'a pas beaucoup de données, Excel, ça marche très bien. Là, c'est quand on a des gros volumes, et on voit bien que demain, avec les capteurs, tout ce qui va être connecté, on va avoir des volumes assez gigantesques. On ne peut plus forcément les traiter à la main, et donc il va falloir qu'on s'équipe d'algorithmes, de moulinettes, qui vont nous aider à traiter plus vite, plus rapidement, et plus précisément ces volumes de données-là pour nous aider à les comprendre, à les interpréter et surtout à lancer des actions derrière tout ça. Alors l'IA, en fait, c'est pas une techno, c'est un ensemble de technologies. Donc on a plein de choses derrière l'IA. On va avoir tout ce qui est par exemple reconnaissance de l'écriture, reconnaissance d'images, reconnaissance de vidéos. Donc là on va avoir ce qu'on appelle le NLP pour la reconnaissance du langage et le computer vision pour la reconnaissance visuelle. Demain ça peut être par exemple en computer vision, j'ai des caméras qui sont capables de voir si dans mon usine les gens ont bien mis leur casque par exemple en health and safety. Très concret, très basique, j'ai un casque, j'ai pas de casque, je déclenche une alerte parce qu'a priori c'est pas censé arriver. On va avoir tout ce qui est RPA, donc là c'est automatisation des tâches, ça pourrait être dire demain si j'ai déstocké X dans mon usine, ça va déclencher une facture qui va recommander des matériaux et donc automatiser tout ça. On va avoir tout ce qui est robotique et cobotique, donc là c'est des machines qui vont remplacer l'être humain ou qui vont travailler à côté de l'être humain, la cobotique, et donc par exemple pour des tâches lourdes, donc c'est pas nouveau, les vraies mécaniques on en a depuis longtemps dans les usines. On va avoir tout ce qui est deep learning et machine learning, donc des algorithmes qui vont s'améliorer dans le temps. Donc on voit bien que c'est plein de sous-sujets qui sont tous en train de progresser, plus ou moins rapidement, mais c'est pas une catégorie et un type de technologie. Ce qui est compliqué par contre, c'est de voir que jusqu'à maintenant, effectivement, quand on parle d'IA, historiquement, on avait beaucoup de Japon. Ensuite, ça a été beaucoup les États-Unis, dans la Silicon Valley et à Seattle, où on a Amazon, Microsoft et Starbucks. De plus en plus, c'est la Corée et maintenant la Chine. Et effectivement, quand on regarde en termes de géants de l'IA, il nous manque un petit peu des géants en Europe. Alors on pourrait dire qu'il y a Thales, on pourrait dire qu'il y a effectivement Dassault sur le jumeau numérique, il y en a quelques-uns, mais voilà, ça manque de champions européens. Souvent parce qu'on n'a pas les mêmes capitaux, on n'a pas la même taille de marché et pourtant si on regarde dans toutes ces sociétés-là ou en tout cas toutes ces destinations-là, on est à peu près sûr de trouver des ingénieurs français partout. Donc s'il y a bien une certitude, c'est qu'on sait faire de l'IA, on sait développer de l'IA. Malheureusement souvent on se fait piquer nos compétences à l'extérieur. Et on a encore un petit peu du mal sur les grands acteurs traditionnels à devenir des acteurs du numérique assez gigantesques. Ce qui est sûr, c'est que si on peut avoir peur de ces géants-là, il va falloir aussi se dire que demain, l'IA, elle va devenir gratuite.
Donc elle va devenir accessible à toutes les startups. Alors je m'explique. Développer des briques d'IA, c'est pas gratuit, ça coûte des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Mais ces géants demain du logiciel, même Dassault, aujourd'hui, vous êtes une PME, vous pouvez vous payer, Katia, si vous êtes un cabinet d'architecte avec 4 personnes ou un designer de véhicules, parce que vous allez pouvoir, grâce au cloud, payer en licence à un coût marginal quasiment nul. En fait, eux, ils ont payé énormément en R&D, mais moi, mon coût d'accès, au lieu de payer des millions d'euros pour pouvoir concevoir mon IA, je vais aller prendre des briques chez Dassault, chez Amazon Web Services, chez Microsoft, chez IBM, chez Oracle, chez d'autres. Et donc, j'aurai une brique de computer vision, j'aurai une brique de maintenance prédictive, j'aurai une brique de ceci ou de cela. À moi de faire ma sauce, d'utiliser ces algorithmes pour les appliquer à mon business. Mais en fait, le coût marginal d'usage, il est faible. Après, évidemment, si j'utilise 10 000 fois, 100 000 fois par jour ou sur 100 000 machines, ça va commencer à coûter de l'argent. Mais le coût de départ, il va être assez faible. Ça veut dire que demain, j'ai une armée de startups qui va débarquer dans mes différents business industriels, qui va dire, attends, sur ce point-là, je peux faire mieux que les acteurs traditionnels en utilisant la force de calcul de l'IA, juste sur ce petit process là, et du coup venir vous concurrencer alors qu'elles n'ont pas forcément encore des millions d'euros. Et donc ce qu'on voit un petit peu finalement derrière l'IA, c'est un peu un fight, une opposition, un clash entre des entreprises logicielles qui ne vont pas forcément pouvoir remplacer une usine, mais qui vont essayer de prendre des morceaux du business de l'industrie avec un modèle qui est beaucoup plus scalable et réplicable, parce que finalement faire un logiciel ça coûte cher au début, mais si je le déploie 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, je n'ai pas besoin de 100 000 fois plus d'employés. À l'inverse, une usine, 2 usines, 3 usines, bon, j'ai peut-être une remise volume à la fin, mais enfin, ça me coûte quasiment de manière linéaire le même prix à chaque fois que je développe une usine, les machines et les équipes qui vont avec. Donc quand je me retrouve avec une entreprise physique, industrielle, challengée par une entreprise logicielle, bah effectivement, j'ai des petits problèmes de déploiement, de scalabilité et de rentabilité face à elle. Alors évidemment, l'IA, ce n'est pas d'un seul coup qu'elle arrive dans l'industrie. Il y a un certain nombre de facteurs qui aident fortement, on va dire, l'intérêt très croissant de l'industrie pour l'IA. D'abord, il y a la puissance de calcul. On voit bien, c'est la loi de Moore, hein, on double tous les 18 mois la puissance de calcul. Là, on revient du CES, il nous disait même que dans l'automobile, c'est plus x2 tous les 18 mois, c'est x10 tous les 2 ans. Donc en fait, c'est vraiment en train d'accélérer, tout simplement. Les processeurs s'améliorent, ils deviennent de plus en plus petits, ils deviennent de moins en moins chers, ils deviennent de moins en moins consommateurs d'énergie. Ça veut dire que demain, je peux imaginer aussi mettre plus de processeurs à travers mon usine dans chaque machine. Et pourquoi pas dans les anciennes machines que je vais rendre intelligentes a posteriori. Je bénéficie aussi du cloud et de Edge, c'est-à-dire que je vais pouvoir stocker moins cher et plus facilement des gros volumes de données. Avant, il fallait que je crée mes serveurs, que je maintienne mes propres serveurs. Demain, si effectivement je peux acheter de la capacité de stockage qui peut croître ou monter par pic quand j'en ai besoin, c'est beaucoup plus linéaire en termes d'investissement, c'est beaucoup plus simple. On a toute la partie IoT, donc là aussi j'ai de plus en plus de capteurs, de moins en moins chers, de plus en plus compacts, de plus en plus petits, qui font de plus en plus de choses, que je peux aller récupérer et plugger sur des appareils et des machines existantes. Et puis évidemment, il va falloir que je connecte tout ça, et on voit bien que là, les réseaux, on n'arrête pas d'améliorer soit le débit, avec la 4G et la 5G qui arrivent, soit la couverture, donc là on va parler de nanosatellites, ça veut dire que demain j'ai un super tanker chez Total, a priori il n'y aura jamais d'antenne 4G au milieu de l'Atlantique. Par contre, si demain j'ai un nanosatellite qui est capable d'échanger même quelques octets pour savoir que tout va bien, voilà. Puis on a LoRa aussi que Fox, donc on voit, en fait, ces 4 facteurs cumulés font que demain l'IA elle est beaucoup plus déployable. Ça accélère son déploiement tout simplement parce qu'elle va pouvoir s'interconnecter et profiter de ces 4 facteurs. Je parlais des nanosatellites. On a SpaceX qui est en train de lancer 64 mini-satellites en orbite pour couvrir la Terre entière et à terme beaucoup plus. On a Amazon qui a un autre projet d'envoyer 3236 satellites en orbite. Alors là, on a les astronomes qui commencent à se plaindre en disant « Vous êtes sympas les gars, mais après, on va avoir un peu du mal à regarder au-delà de notre orbite. » Mais voilà, demain, on en a encore à la 5G et au déploiement problématique de mettre des antennes partout, et plus qu'avant. Demain, on pourrait imaginer qu'on arrivera à ce qu'il n'y ait plus un endroit du globe qui n'est pas couvert. Et effectivement, dans le secteur industriel où j'ai du shipping, où j'ai des camions, où j'ai peut-être des pipelines, où j'ai des fois des activités dans des zones
pas très bien couverte, même déjà en France, hein, on a encore des zones blanches, et ben on peut imaginer que demain je pourrais vraiment suivre, au-delà de ma Smart Factory, mon aval et mon amont de manière beaucoup plus efficace grâce à ça. Alors quand on parle de 5G, on se dit oui, on va avoir plus de débit, bon ça c'est sympa pour regarder Netflix en 8K, enfin a priori c'est pas forcément le premier besoin dans l'industrie, c'est par contre un meilleur maillage, je vais pouvoir connecter plus d'appareils au mètre carré. Donc là, quand je commence à avoir plein de devices, plein d'appareils, ça va être utile. Et puis la latence qui est réduite. Donc si je dois piloter à distance une machine, on commence à voir dans certains domaines, par exemple la mine, demain, j'ai une zone de contrôle où je vais commander des camions ou des tractopelles à distance. Et comme j'ai un retour caméra et j'ai une réactivité de la machine qui va être suffisamment grande avec la 5G, eh ben, je n'ai pas forcément besoin d'être à bord. Donc ça va changer un petit peu les choses et on voit bien que ça va faciliter les choses entre humains et machines, mais demain entre machine et machine. Et donc effectivement la 5G va être aussi un enableur demain de l'IA et de l'industrie connectée. Alors on parle beaucoup de cloud, mais ça peut être aussi de l'edge. Hein. C'est demain aussi, ça va coûter de moins en moins cher, comme ces processeurs sont de moins en moins onéreux, comme les disques durs deviennent de plus en plus compacts. On va aussi stocker un peu de l'information directement dans les appareils. Parce que imaginons une voiture ou un camion connecté demain, c'est bien d'aller regarder dans le cloud si je dois freiner, mais même si je suis très rapide avec la 5G, il y a un moment, ça ne va pas être assez réactif. Donc demain, je vais avoir besoin de puissance de calcul embarquée directement dans la machine. Ça n'empêche pas que je vais, par exemple, me synchroniser avec la cartographie dans le cloud, mais je dois pouvoir déjà être capable d'interpréter un certain nombre de, par exemple, résultats de capteurs pour que mon camion décide ou pas de s'arrêter. Donc ça, c'est super. On voit un petit peu le principe. Maintenant, on peut se dire, bon, concrètement, génial, mais concrètement, voilà, qu'est-ce que ça change dans mon usine, qu'est-ce que ça change dans mon industrie? Alors, on a essayé de faire un petit mapping pour se dire, finalement, les challenges de l'industrie, comment l'IA, qui est assez transverse, va irriguer un peu l'entreprise. Eh bien, l'IA, elle va aider au niveau de la robotisation. Quand on parle de robots, alors on pense tout de suite aux robots humains, mais enfin la réalité c'est plutôt un bras mécanique ou c'est un AGV, hein, un petit chariot qui va se déplacer au lieu d'avoir sa chaîne de production loquée dans le dur, demain elle va pouvoir se réadapter. Les cobots, les exosquelettes, donc là je vais plutôt augmenter la capacité des employés, la planification. Donc là l'IA va apporter de l'intelligence sur toutes ces choses-là, sur le jumeau numérique, donc la représentation, les plans en 3D, voire les plans en 3D animés en temps réel pour mieux suivre la production de l'usine, sur on va dire les capteurs et l'analyse des datas qui viennent des capteurs, sur l'interopérabilité, la connectivité, la plateformisation des usines, l'IA va aussi beaucoup jouer, sur la data et son traitement, sur la maintenance. Donc à tous ces niveaux-là, finalement, l'IA va apporter de la puissance, de l'intelligence, de l'automatisation et va impacter un petit peu les choses. Donc je vous parlais des AGV, ça c'était à Nevers-Messieurs l'an passé. Vous voyez là j'ai un plateau, c'est carrément le produit qui va se déplacer. Avant j'aurais une chaîne en fixe, donc bon, une fois que je l'ai mis, elle marche très bien, mais si jamais je dois la changer parce que d'un seul coup j'ai un autre type de commande, ça devient très coûteux et très compliqué et très lent. Là d'un seul coup, je peux carrément piloter ces chariots et les réagréger, les réorganiser d'une autre manière pour produire quelque chose de différent de manière très agile. Évidemment, on pense toujours à Boston Dynamics, c'est la classe, un de leurs robots. Il faut quand même se rappeler que dans 6 ans, c'était limite qui faisait jouer du mobilette. Déjà bien avancé depuis, alors on peut imaginer pourquoi pas remplacer l'ouvrier, c'est pas sur le papier un peu plus compliqué dans la réalité. En même temps, Ford vient juste d'annoncer au CES un robot de livraison qui est capable de ramasser des paquets et les envoyer. Alors là pour le moment c'est pas dans l'usine, c'est plutôt sur la livraison du dernier kilomètre, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui bossent là-dessus. Il y en a qui nous disent aussi, des fois, c'est pas besoin de faire un robot, on peut automatiser ce qui existe déjà. Donc ça, c'est Balio qui a été en deal avec Amazon, et c'est votre Fenwick. Le Fenwick, il n'y a plus personne dessus. Il est capable de s'automatiser, d'aller chercher une palette, de la transporter d'un endroit à un autre et d'être piloté à distance. Alors, après, ça ne dit pas qu'on a renversé la palette, s'il est capable de la ramasser, mais on voit bien que voilà, ça avance. Alors c'est jamais parfait. Voilà. Donc après, on peut se poser la question aussi. Qu'est-ce qui est le moins cher, l'intelligence artificielle ou l'intelligence biologique? Et donc,
Il y a des fois, évidemment, elle va enlever de la pénibilité, elle va automatiser des tâches pas forcément passionnantes, et en même temps, il y a des fois, elle risque de remplacer les jobs. Donc, ce sera toute la question de savoir est-ce que c'est un bénéfice, est-ce que c'est un risque. Bon, en même temps, je ne sais plus qui c'est qui nous disait un robot, un job en moins, 3 ingénieurs en plus. Donc bon, c'est pas forcément les mêmes jobs qui sont remplacés les uns par les autres, mais on voit que c'est pas si simple. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est finalement, au lieu de remplacer l'ouvrier, c'est l'humain augmenté. Je vais mettre un exosquelette pour enlever les troubles musculo-squelettiques. Je vais voilà, pouvoir démultiplier la force ou réduire la pénibilité, tout simplement avec des choses comme ça. Alors on nous parle toujours un petit peu de ces lunettes en réalité augmentée, ça va être génial, on va savoir quoi visser. Bon, on voit que dans la réalité, on n'y est pas encore tout à fait en termes de batterie, en termes de qualité visuelle, surtout dans des environnements un peu compliqués. Mais ça, ils travaillent. Boeing, bon, il serait peut-être temps, ils auraient peut-être dû les utiliser pour leur dernier modèle, mais voilà, ils sont en train de se rendre compte que demain, ça peut réduire le temps d'apprentissage en aidant les gens dans la façon de, on va dire, monter une pièce ou d'opérer, d'avoir de l'info en feedback. Finalement, il y a des choses aussi plus simples, hein, c'est tout simplement de la téléassistance. Donc là, on n'est pas dans la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, j'ai juste avoir une caméra. Comme on aurait une visio aujourd'hui, je vais avoir un expert à distance, mais plutôt que d'envoyer tous mes experts sur un terrain, et ça c'est un exemple d'EDF voilà, qui a réduit ses frais, tout simplement, j'envoie que quelques experts, j'ai d'autres personnes à distance qui sont capables de guider l'opérateur, et ça, à partir du moment où j'ai de la couverture réseau, pourquoi pas, ça peut être une façon assez simple de regarder les choses à distance. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que demain d'ailleurs on n'aura pas tous un boss algorithme? Est-ce qu'on n'aura pas une IA qui nous dira quoi faire? Vous en pensez quoi? Ça vous choquerait, ça vous surprendrait? Vous dites ouais, pourquoi pas? On ne se sent pas hyper motivé. Hein. Bon, pourtant c'est le cas de millions de personnes. Aujourd'hui il y a 29 millions de chauffeurs VTC qui ont une IA qui leur dit tous les jours tu vas prendre tel client à tel endroit. Ils n'ont pas un briefing manager le matin. Hein. Ils ont une app qu'ils allument. Il y a une IA qui est capable de prendre la commande, c'est le marketplace, et de les envoyer. Et puis, si vous êtes mal noté, au bout d'un moment, vous serez désactivé du système. Si vous êtes bien noté, vous serez prioritaire sur les courses, etc. Donc c'est vrai que ça nous choque, ça nous surprend, parce que nous, on pense il y a Terminator qui va venir me briefer le matin. Mais la réalité, c'est aussi simple que ça. C'est demain d'avoir des systèmes et des applications qui, de plus en plus, des fois, vont remplacer voire complètement switcher le manager humain. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'aller aussi loin, mais en tout cas, ça existe. Et évidemment, on pense tous à la voiture autonome, mais la réalité, c'est qu'on risque de passer d'abord au transport autonome. Et donc, avant ou après l'usine, il faut transporter des pièces. Aujourd'hui, c'est déjà très standardisé. On a des palettes, on a des containers. Mettre un container sur roue, c'est pas compliqué. En fait, et en plus, on prend moins de risques parce que s'il n'y a plus de cabine et pas de conducteur, au pire, on a un container dans les choux. Alors que si on a une voiture avec des passagers, en termes d'assurance, de responsabilité, c'est compliqué. Donc on peut imaginer que d'ici peu, il y aura des voies dédiées sur autoroute pour pouvoir transporter des containers entre les grandes villes ou entre les grandes zones de production. Et ça risque d'arriver plus vite que la voiture. D'ailleurs, on peut même entraîner son IA. Ça, c'était au CES cette année. Ça, c'est un module pour entraîner une IA de conduite, mais virtuellement. Avant de prendre le risque de mettre l'IA dans une vraie voiture qui va vraiment dans la vraie ville, on se dit on va lui faire des milliers, voire des millions de kilomètres virtuellement. On va lui créer plein de situations inattendues et on va apprendre en machine learning à cette IA à s'entraîner. Donc vous voyez, on n'a même plus besoin de l'entraîner pour de vrai avec un vrai véhicule. On peut la pré-entraîner avec un simulateur de manière virtuelle. Demain, on parlait de camions, mais c'est aussi le shipping et le transport maritime. Au niveau du tracking, au niveau de la connectivité, au niveau de l'automatisation des ports, il va y avoir plein de nouveautés pour accélérer encore. Clairement, avec les containers, c'est déjà fortement... quand on se rappelle l'époque des dockers, où il fallait charger chaque petit sac sur son dos, on voit déjà que c'est très automatisé, entre autres en Asie, mais ça va continuer de l'être. Et maintenant, on va rajouter une couche d'IA et de data pour optimiser le transport, le déchargement, la traçabilité des containers. Donc là, c'est en train de bouger très très vite. D'ailleurs, il y a même des gens qui utilisent de l'IA pour interpréter les images satellites par exemple des pétroliers dans les ports pour regarder en fonction de la taille de l'ombre, la flottaison, donc est-ce qu'il est chargé ou est-ce qu'il n'est pas chargé, quel type de bateau c'est, donc quel type de fuel il a, et donc d'anticiper la montée ou la descente du prix du brut. Parce qu'ils sont capables de scanner. Non, c'est pour le coup, on a accompagné Total en trading and shipping. Ils utilisent ce type de technologie-là et ils sont capables de suivre de près sur les plus gros ports de la planète ce qui se passe. Donc clairement,
voilà un autre exemple de computer vision et d'IA qui peut être utilisé pour optimiser le trading. Voire demain, on aura du bateau autonome. Donc là, il y en a qui sont en train de travailler là-dessus. Bon, j'espère qu'on n'aura pas des fuites pétrolières autonomes non plus. On a le jumeau numérique, donc le fait de pouvoir piloter et d'avoir une représentation informatisée de son usine. Alors ça peut être juste du plan, hein, pour mieux savoir où est quoi, quel équipement, et pour pouvoir accéder ou suivre les choses. Ça peut être demain carrément, si on a des capteurs et qu'en temps réel on suit ce qui se passe dans l'usine, on va pouvoir faire des simulations de tiens, si je rajoute une ligne de production, qu'est-ce qui se passe. On va pouvoir aussi connecter tous les devices, par exemple sur un chantier. Ça, c'est Douzan qui était présent, qu'à Bobcat, etc. Demain, c'est voilà, je peux être dans mon centre de contrôle, je vous en avais parlé, et je peux manipuler un tracteur sur un espace de ma mine, par exemple à distance, où je suis même pas sur site, et je gère tout ça à distance. Alors évidemment, tout ça c'est bien beau. Faut-il encore demain être capable déjà de connecter toutes les données de l'usine? On sait bien qu'on a plein d'outils et de logiciels très différents, d'époques très différentes, que ce soit pour la maintenance, la préparation du stock, la supply, la logistique. On voit bien que c'est déjà pas simple actuellement. Donc demain, si on veut rajouter de l'IA, il faudrait déjà qu'on nettoie un tout petit peu sa data et son architecture, avec un enjeu qui est aussi celui de la sécurité. On a vu tous les cas dernièrement de ransomware où on se retrouve avec un rançon logiciel qui vous bloque une partie de la ligne de production, et si vous ne payez pas en Bitcoin, en fait vous risquez de perdre ou de bloquer votre usine pendant des jours. Pas évident. Alors tout ça c'est super, on se dit il n'y a qu'à mettre des logiciels, hein. Les logiciels, il y en a plein de types différents, plus ou moins compatibles entre eux, avec des rachats en ce moment de plein d'acteurs. Mais si on simplifie un peu, en gros, on a 3 grandes typologies d'acteurs. On a les gens de l'IT et du cloud qui sont en train de dire venez stocker vos data chez nous et on va vous donner des algorithmes et des moulinettes pour traiter tout ça. On a les gens des telcos à droite qui nous disent il va falloir connecter tout ça en réseau dans votre usine. Et puis il y a évidemment les gens de l'informatique industrielle, ABB et les autres qui nous disent mais nous on est là depuis longtemps, on connaît bien vos métiers. Et on voit bien que demain ça va être une sorte de mix de tout ça pour arriver à créer cette usine intelligente. Alors l'IA, ça peut être aussi pour la maintenance et la maintenance prédictive. Ça, c'est CarFit, par exemple, un outil qui va analyser via de l'IA les vibrations d'une voiture. Et donc, une voiture, elle a une certaine vibration quand tout va bien. Et en fait, quand souvent il va y avoir une panne, il y a un début de vibration qui est un peu différent. Ça pourrait être la même chose sur une machine. Et c'est anticiper avant qu'il y ait une panne, voire de la casse, voire une grosse casse, qu'il faut réagir. On va dire la maintenance normale, c'est tous les X temps. C'est une maintenance statistique, je vais faire un contrôle. La maintenance préventive, voilà, c'est un petit peu ça. La maintenance prédictive, c'est vraiment aller au bon moment, au bon endroit, parce que je sais que d'habitude, quand ça vibre différemment, il va se passer ça, et c'est maintenant que je dois intervenir. Ça peut être aussi gagner du temps. Par exemple, ça, c'est Fieldbox, qui a plein d'outils d'IA pour l'industrie. Là, par exemple, ils l'ont déployé quand ils font des inspections de canalisation. Ils vont pouvoir traiter la donnée et l'image beaucoup plus vite qu'un être humain. Ils vont pouvoir aussi repérer les conduites, par exemple, d'électricité, sans avoir à forer à gauche et à droite pour retrouver où est le câble. On va pouvoir voir en VR où sont les câbles pour vraiment creuser au bon endroit et gagner du temps sur les choses. Donc je vais terminer en nous rappelant voilà, un des acteurs de la technologie qui faisait beaucoup rêver en 2007, c'était Nokia, et on disait 1 milliard de clients. Qui arrivera à rattraper le roi du téléphone? En 2013, il se vendait à la casse à Microsoft, et le CEO nous disait on n'a rien fait de mal et pourtant on a perdu. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, même si rien ne se passe en 2 jours, hein, 2007-2013, ça s'est pas fait non plus comme si la Terre aurait tombé sur la tête, mais ça montre quand même qu'effectivement, si on rate des gros virages, des fois c'est pas tellement qu'on ait fait une énorme erreur, ou qu'on soit complètement planté, c'est juste qu'on n'ait pas suivi le marché. Et effectivement, des fois, y aller trop tôt, ça coûte beaucoup d'argent. Mais quand ça accélère et qu'il y a des tournants ou des points clés, et l'IA sera certainement un tournant clé dans certains domaines de l'industrie, effectivement, on risque de le payer très cher à terme. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vais passer la main. Très bien, merci beaucoup.